pour pouvoir licencier. Hope for Better Life, ONGD, organise un atelier de renforcement des capacités en ressources humaines et droits du travail. Une formation certifiante qui a eu lieu ce 18 au 19 juillet 2023 à l'hôtel Memling, Kinshasa, Gombe. Alors, qui a été présenté par son animateur, M. Bia Bouetoussiwa et M. Grace Mouawa. Et l'Exode News est toujours près de chez vous pour vous informer de toutes les activités qui se déroulent dans la ville-province de Kinshasa. Merci. Mais dans la pratique, on trouve souvent l'employeur parfois se fonde sur les règles conventionnelles d'entreprise pour justement appliquer le congé technique. Mais dans le code du travail, d'abord l'expression congé technique n'existe pas dans le code du travail, qui n'organise pas son régime juridique. Alors, en pratique, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'employeur décide, parce qu'en fait, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire le code du congé technique? C'est que pour une raison ou une autre, l'employeur vous demande de rester à la maison. Et en général, il ne vous paye pas. Ou il vous paye moins. Alors, la conséquence, il y a deux solutions en fait. Soit ce fameux congé technique correspond aux critères de la force majeure. En aide. Et on dit que ce contrat est rédigé à écrit. Un peu comme pour dire qu'on ne peut pas avoir d'acte transactionnel verbal. Et donc, en ce sens, la transaction ne vient pas pour mettre fin au contrat, mais la transaction vient pour régler les litiges du contrat qui a déjà pris fin par l'accord des parties. Et dans la pratique, généralement c'est écrit acte de rupture transactionnelle. Mais en réalité, c'est un acte de rupture d'un commun accord et transaction. Voilà. Alors, l'article 591-591 du Code des obligations dit que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Nous savons tous, du moins pour les juristes, madame qui n'est pas juriste et monsieur qui est journaliste, c'est un technicien aussi, il est peut-être dehors. Autorité de la chose jugée, c'est simplement le fait de considérer que l'acte transactionnel que vous avez signé, la transaction que vous avez faite entre vous et votre employeur, est considéré comme l'acte qui met fin en dernier ressort à tout litige réglé dans l'acte transactionnel. En d'autres termes, vous ne pourrez plus aller pour les mêmes litiges saisir le juge alors que vous aviez déjà vous-même trouvé la solution à ce litige dans l'acte transactionnel. Alors, le problème qui s'est toujours posé dans la pratique, je crois que j'en ai plusieurs fois discuté d'ailleurs avec le maître Bia, c'est de savoir devant quel juge on fait recours, on adresse, devant quel juge on adresse ce recours contre l'acte transactionnel en matière du travail. Parce que le problème maintenant, c'est celui de savoir, dans cet acte, il y a des dispositions qui traitent de la fin du contrat, il y a des dispositions qui traitent de la transaction. Alors, maintenant, s'il y a une disposition transactionnelle problématique, et que donc nous sommes appelés par exemple à requérir du tribunal l'annulation de l'acte transactionnel ou sa nullité devant quel juge? Moi j'ai toujours été d'avis que c'est devant le juge civil. Parce que d'une part la transaction est une notion de droit civil, mais en d'autres termes le litige lié à la transaction n'est pas un litige, en réalité un litige du travail. C'est un litige sur le litige qui met fin au litige du travail. Mais après, il faut dire que c'est une question assez délicate sur laquelle il faut vraiment continuer à réfléchir parce qu'il y a certains qui pensent, qui n'ont pas tort non plus, qui pensent que, voilà, comme c'est un contentieux sur la transaction, mais qui oppose l'employeur et les salariés, il faut commencer par l'inspecteur du travail. Bon, c'est un point de vue
qui peut être soutenu. Moi, principalement, je pense que dans ces conditions, il faudra saisir le juge civil. Je vous Maître Bien pourra à son tour dire un mot à ce sujet sur la transaction. Voilà, mesdames, messieurs, moi j'ai fini ma partie. Je crois que sur les CDD, on en a déjà parlé. On a dit que le contrat à durée déterminée, à la base, prend fin à l'initiative, prend fin à l'expiration du terme convenu par les parties, et c'est sur base de l'article 69 du Code du travail qui dispose que le contrat à durée déterminée prend fin à l'expiration du terme fixé par les parties. Point. La clause insérée dans un tel contrat prévoyant le droit d'y mettre fin par préavis est nulle de plein droit. Dans le texte que j'ai déjà partagé, vous verrez que l'article 109 pose justement son principe. Il y a pour certains, pour d'autres, voilà, ils ont dit pour les mesures d'urgence et tout, nous allons suspendre le contrat, simplement, et vous allez revenir après. Il y a d'autres encore qui ont organisé comment on appelle ça, le service minimum et tout. Mais pour ceux qui ont souhaité licencier, en tout cas pour le licenciement massif, parce que c'est des décisions graves. C'est des décisions graves et donc qui ne peuvent pas être prises au bon vouloir de l'employeur, qui ne peuvent pas être prises à la vaille que vaille. Donc il faut absolument qu'il y ait autorisation expresse du ministre. Et c'est clairement dit dans les deux arrêtés de 2005 et de 2008 sur les autorisations, sur les licenciements massifs pour motif économique. Mais comme Maître Noir l'a dit, pendant le Covid par exemple, on pouvait se trouver dans une situation de force majeure qui est réglementée justement par et donc la force majeure ne demande pas d'autorisation, c'est un fait. Mais la loi prévoit qu'elle doit être constatée par l'inspecteur du travail. On va dire que c'est une procédure beaucoup plus souple. Ouais, bon. Mais seulement, la force majeure ne vous donne pas l'autorisation de licencier immédiatement. Vous devez attendre l'écoulement de 6 mois. 6 mois. Attendre les... Est-ce qu'on a intérêt pas encore? Déjà, voilà. Professeur Bernard, qui, dont la thèse a porté sur la rupture du contrat de travail et qui lui a affirmé que la transaction est un mode de cessation du contrat de travail. C'est un avis que moi, personnellement, je ne partage pas parce que c'est sans fondement juridique. Et donc, ce qui est mode de cessation de la relation de travail ou mode de résiliation, c'est la rupture d'un commun accord parce que les parties, entre elles, se mettent d'accord. Elles s'étaient mises d'accord à la base pour contracter et donc elles se mettent d'accord pour se séparer. Alors, cependant, il ne suffit pas de se dire contre la décision de l'inspecteur du travail. Parce qu'à la base, ils ont des OPJ. Oui. Ok? Mais ils interviennent en matière du travail. Ils interviennent dans une phase administrative. On dit que la procédure est administrative. Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça. Est-ce qu'il faut suivre la procédure de contentieux administratif parce qu'on estime que cet acte-là est revêtu d'un excès de pouvoir? Est-ce qu'il faut aller au tribunal saisir les juges en matière du travail? Est-ce qu'il faut saisir l'autorité judiciaire administrative parce qu'on estime que c'est un acte administratif? Je pense que l'hypothèse du juge du travail devrait déjà être exclue parce que c'est un acte administratif et les juges du bon, travail... Nous sommes en train de réfléchir. Parce qu'avec la moi, à mon sens, il faut distinguer les rôles. Nous sommes au deuxième jour. Alors, votre contrat sera conclu. Si nous sommes pendant les 3 premiers jours de l'essai, alors votre contrat d'essai qui n'est pas concluant pourra conduire l'employeur à le résilier, à résilier le contrat, sans avoir à vous accorder un quelconque délai d'essai. Alors, ça c'est pendant les 3 premiers jours. Pendant les 3 premiers jours. Voilà. Et si l'essai peut-être de 3 mois et à 2 mois,
On est au-delà de 3 jours. On peut mettre fin à... On est au-delà de 3 jours. La règle, c'est dans le cas où le contrat est assorti d'une clause d'essai, chacune des parties peut, pour un motif valable, mettre fin au contrat. J'ai quelques idées, mais bon, c'est pas vraiment le but. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui pourrait entraîner de controverses. Alors, voilà pour bien fixer les choses, pour bien en définir le régime juridique, le législateur, en révisant le Code du travail en 2016, a inséré ou a créé un nouvel article 61 bis où il dit que, sans préjudice des dispositions de l'article 61 du présent Code, souvenez-vous de l'article 61 qu'on a vu le matin, qui dit que le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être résilié à l'initiative de l'un ou de l'autre partie, de l'une ou de l'autre partie, que pour un motif valable. Donc, si l'article 61, alinéa 1er, reconnaît à chacune des parties le droit de mettre fin à son initiative, l'article 61 bis, lui, il vient pour dire, à défaut pour chacune des parties de prendre de manière individuelle la décision de mettre fin au contrat, les parties peuvent s'accorder. Et ça, c'est ce que dit le nouvel article 61 bis. Je l'avais signalé le matin. En matière civile, on parle de mutuus consensus, mutuus dissensus. Volonté commune de se mettre ensemble, volonté commune de se séparer. Heureusement, il faut revenir à l'école faire le latin et puis le droit. En 3 aspects. L'inspecteur du travail est une autorité administrative, on va dire décisionnelle. Il prend des décisions. Et donc, chaque fois qu'en tant qu'autorité administrative prenant des décisions, ces décisions peuvent être déférées devant les juridictions administratives. L'inspecteur du travail est une autorité préjuridictionnelle. Donc, en ce sens-là, c'est une autorité judiciaire, en tant qu'officier de police judiciaire. En ce moment-là, le recours contre ces décisions, c'est le parquet. Son supérieur hiérarchique en tant qu'OPJ, c'est le parquet. Et éventuellement, si dans l'exercice de ses pouvoirs d'autorité judiciaire, il commet une infraction, l'infraction fourre-tout, c'est l'atteinte au droit garanti particulier, on peut directement le poursuivre à titre personnel. Et puis il y a la troisième dimension de l'inspecteur du travail, c'est une autorité administrative, mais qui agit comme conciliateur. Mon avis, mais ce n'est pas unanime, mon avis c'est qu'en ce moment-là, les décisions de l'inspecteur du travail ne peuvent pas être déférées devant le juge administratif. Par exemple, lorsqu'il fait un constat de non-conciliation, il n'y a pas de décision. Donc on ne devrait pas les déférer devant le juge administratif. En ce moment, le juge civil est pleinement, le juge du travail est pleinement compétent pour connaître. C'est déjà ce qui se fait à titre incidentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, lorsque à tort, l'inspecteur... Il a été question de traiter particulièrement ce qui nous concerne des questions de droit du travail. D'abord, comme on doit le savoir, comme on est censé le savoir, le droit au travail est un droit sacré, il fait partie des 4 droits sacrés prévus par la Constitution, à l'article 36 de la Constitution, on dit que le droit au travail est un droit sacré. Donc, étant un droit sacré, il est censé être protégé, il est censé être sécurisé. C'est ainsi que le législateur a adopté le Code du travail en 2002, qui a été révisé en 2016, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour protéger le travail du travailleur, mais également, puisque l'entreprise, comme je l'ai toujours dit, est une entité économique, l'employeur, le législateur a l'obligation de protéger également l'entreprise de l'employeur. Donc, puisque nous traitions des questions liées à la rupture, à la résiliation du contrat de travail, il était donc nécessaire de présenter aux participants les règles relatives à la procédure
de licenciement relative à la procédure de démission, relative à la procédure de rupture d'un commun accord du contrat de travail tel que le veut le législateur dans le code du travail, mais également dans les autres textes juridiques que nous avons. Maître, êtes-vous content de la manière dont les institutions fonctionnent dans leur département de ressources humaines? Intimement là-dessus. Je ne suis pas dans les ressources humaines d'une quelconque entreprise. Je suis avocat et je suis appelé d'intervenir en faveur des clients. Donc je peux intervenir en faveur d'un client qui m'approche, soit l'employeur, dans une procédure qui oppose son salarié, soit alors le salarié qui saisit soit l'inspecteur du travail ou après l'inspecteur du travail du juge pour une procédure contentieuse qui oppose à son employeur. Et donc je ne sais pas dire exactement ce qui se passe dans les ressources humaines des entreprises, mais tout ce que je sais, c'est que toutes les fois qu'il y a des fautes commises dans les relations de travail et que ces fautes sont sanctionnées par le Code du travail, notamment l'article 54 qui prévoit une aggravation des sanctions pour atteindre des fautes commises ou tenant compte également du caractère intentionnel pour répéter de la faute. Moi j'interviens comme avocat et là je suis intervenu comme scientifique pour apporter ma pierre à l'édifice. Merci, maître. Merci. À vous souvent parler des renforcements de capacité. Quel est l'objectif de l'article 69? L'article 69 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut prendre fin qu'à l'expiration du terme convenu par les parties. En d'autres termes, c'est que dans un contrat de travail à durée déterminée, conformément au principe fixé à l'article 69, l'employeur ne peut pas licencier sauf juste motif. Le salarié ne peut pas démissionner sauf juste motif. Et dans le cadre des enseignements de cet après-midi, j'ai essayé de donner mon point de vue aussi comme doctrinaire, si je peux le dire ainsi, en essayant de présenter les 4 exceptions que je tire moi-même de la loi au principe qui est fixé à l'article 69 du Code du travail. Maître, permettez, plutôt s'il s'en va,